Premier sujet de ce live du Forum des projets urbains, troisième édition, avec Fabrice Leroux, Head of Workwear France, une société du groupe Savils, et Clément Alteresco, CEO de Morning, où nous allons parler de l'immobilier de la relance et du retour au bureau, où et comment. Alors Fabrice, le marché du coworking est en essor et pourtant il y a de nombreux stéréotypes sur le mot coworking notamment. Qu'est-ce qu'il en est réellement et qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Le fait est, c'est lié peut-être à l'histoire du mot rapidement. Enfin, le coworking, c'était au début un modèle très communautaire, plutôt destiné à une population de gens de la tech qui se regroupaient sur des projets qui travaillaient dans des formats un peu disruptifs, un petit peu comme à la maison. Et au gré du temps, c'est devenu un peu plus organisé, avec l'arrivée de très grands acteurs, notamment américains, qui ont donné au coworking d'autres lettres avec des bureaux équipés, meublés, câblés, des plateaux privatifs également. Mais on a gardé l'appellation coworking, même si aujourd'hui ce modèle, encore une fois, il est assez varié. Mais il parle à tout le monde du coup. Il parle à tout le monde et du coup il rassemble énormément de typologies, des typologies très multiples, des modèles très multiples. Comment est-ce qu'il se segmente ce marché? En gros, il y a trois grands, on va dire trois grands modèles. Il y a le modèle très communautaire, donc où vous avez simplement des accès à des espaces ouverts, non attribués, généralement avec des abonnements à la journée, à la semaine ou au mois. Après, vous avez des formats de bureaux qui sont loués, eux, au mois, et qui sont des bureaux privatifs. Donc, vous pouvez avoir un bureau de 4, de 5, de 8, de 15. Et enfin, le troisième modèle, qui est plutôt vers ce qu'on appelle un peu le managed office, qui est un plateau privatif, qui est un plateau dédié, indépendant, où vous avez les mêmes traceurs que dans un espace de coworking, c'est-à-dire le côté on va dire, très, très moderne, très coloré, avec des aménagements variés, plutôt très sympas, mais qui sont destinés qu'à un seul client. Donc en fait, il n'y a pas ce côté communautaire et ce côté, on va dire, proximité avec d'autres entreprises. Là, Et vous êtes seul chez vous. porosité, voilà, et Exactement. échange. Mhm. Exactement. Par D'accord. contre, vous êtes toujours sur ce modèle de contrat de service. Donc c'est un modèle externalisé, vous occupez de rien, vous arrivez, vous installez et vous travaillez. Alors, c'est une question pour Clément. En qualité d'acteur historique, Morning, quel regard est-ce que vous portez sur ce marché? On dit que la clé, c'est un peu la différenciation. Quel a été le parti pris de Morning et comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure du temps? Si je peux rajouter juste quelque chose qui me paraît très important, et c'est le mot flexibilité. En fait, ce qu'on apporte, que ce soit à des petits indépendants, des TPE, PME ou des grosses boîtes, c'est cette notion de flexibilité qui s'oppose au bail classique 369 qui, depuis 50 ans, 60 ans, je crois, je ne sais plus quel âge il a ce bail, c'est 65 ans, je crois, fait légion dans le monde de l'immobilier. Et donc, l'intermédiaire qu'on est finalement, ce coworker ou ce prestataire, cet exploitant, il vient situer entre un propriétaire et un client et il vient amener flexibilité d'abord, simplicité d'accès et évidemment une partie de communauté selon les cas. Mais donc ça, c'est quand même très important. Ce mot Oui. flexibilité, il est au cœur de la proposition de valeur du coworking. Ça a été Et la clé de départ et ça a été ce que recherchaient les premiers clients au final. alors non, c'est là où c'est très Ah, même intéressant. pas. Les premiers clients, c'est ce que Fabrice disait, ils recherchaient cet aspect communautaire. C'est comme D'accord. ça que Plutôt d'abord le communautaire avant la flexibilité. voilà, et au fur et à mesure des clients qui sont arrivés, typiquement les petites boîtes et les moyennes et les grosses boîtes, elles ont compris que l'intérêt qu'elles avaient, c'était d'arrêter de signer des bolons et d'avoir cette capacité à prendre un espace pour 6 mois, pour 1 an, pour 18 mois en attendant une levée de fonds. Et ça leur permettait surtout pour des startups de pouvoir grandir beaucoup plus vite C'est ça. dans un espace en picorant, en grossissant, en ayant des engagements courts. Donc ça, cette notion de flexibilité, elle est au cœur du moteur et de l'industrie du coworking, donc c'est important de le souligner. Quelle était ta Et question d'ailleurs? concernant Morning, alors, Ouais. quelle était on parlait de différenciation. Est-ce Ouais. que cette différenciation, comment est-ce que Morning s'est positionné au départ? Comment est-ce que ça a évolué? Comment est-ce que vous avez développé ce modèle? Alors Morning, on a démarré il y a à peu près 8 ans. Notre modèle, au départ, il était assez intéressant puisqu'on venait prendre à bail des espaces sur des temps éphémères, Tout à fait. sur des périodes avant travaux, sur des périodes de problématiques juridiques. Et donc, on venait prendre un espace pour 12, 18, 24 mois. Et ça, souvent, ça s'allongeait parce que le temps de l'immobilier est souvent plus long qu'on ne le pense.
Et du coup, ça a été un modèle de départ qui a été très intéressant et qui nous a permis de grandir assez vite, puisqu'on faisait souvent des deals avec des propriétaires, gagnant-gagnant, avec du partage de revenus sur le chiffre d'affaires et d'autres modèles assez intéressants qu'on a développés. Au fur et à mesure du temps, on a commencé à prendre à bail des espaces sur des temps plus longs, typiquement l'hôtel de la Marine, qui est un immeuble emblématique qu'on ouvre dans 2 semaines, 1er juin, 10 jours. Un flagship, celui-là. Flagship, voilà. Et là, on a un engagement qui avoisine les 15 ans. Donc voilà, on ne peut pas faire beaucoup plus long. Tout à fait. Donc, voilà. Donc on est passé d'un modèle extrêmement éphémère à un modèle assez long. Et en fait, on équilibre notre modèle entre ces espaces éphémères et ces espaces long terme. Et donc ça crée comme ça un équilibre chez nous d'offres. Du coup, en termes de positionnement, on est sur tout le spectre en fait, de prix, puisqu'on va démarrer sur des espaces pas du tout cher à Bagnolet qui commence à 300 euros du poste, à la Concorde où on est plutôt autour de 1200, 1300 euros en moyenne sur l'espace. Donc voilà, vous voyez, le spectre est très grand. Très, très large. Et évidemment, le niveau de service qu'on va trouver à la Concorde est sans commune mesure avec Bien sûr. ce qu'on a dans d'autres espaces. C'est une des clés aussi de cela, le service. Tout à fait. À la Concorde, on a un concierge 24, pas 24/7, mais en permanence de 8h à 20h qui est présent. On a du sport à volonté. On a une offre de food qui est très bonne, avec un comptoir qui donne sur la place de la Concorde. Enfin, on a un ensemble de prestations et de services qui font que ça va être, je pense, un des plus beaux coworking de Paris. En tout cas, j'espère que ça sera le plus beau. On vous le souhaite en tout cas. On parlait de la segmentation du marché. Comment est-ce que Morning a choisi cette segmentation? Est-ce que c'est une offre plutôt sur des bureaux privatifs ou est-ce que vous faites ce qu'on appelle du corpo working, il me semble, c'est privatiser des espaces pour des sociétés qu'elles aient leur propre plateau? Alors pour prendre les différents types de clients qu'a donné Fabrice, donc il y a effectivement le petit indépendant qui vient consommer de l'espace de façon quasiment à la journée. Donc là on a des passes nomades. Donc ça c'est vraiment très flexible. Ça permet d'accéder à des open space partagés. La deuxième, qui est le plus gros des segments pour nous, c'est le bureau privé de 2 à 15, 30 personnes. Donc c'est un espace dans lequel l'entreprise est chez elle. Elle a son bureau qui ferme à badge. Et derrière, elle consomme les espaces communs, les salles de réunion, les salles de sport, les salles de sieste, etc., partagées avec les autres entreprises. Après, il y a un troisième niveau dont a parlé Fabrice, c'est l'étage où ils sont tout seuls. La privatisation. La privatisation d'étage, où là, on va recréer un environnement d'entreprise où tout y est présent, mais potentiellement, ils peuvent quand même aller consommer des espaces partagés s'ils le veulent. Donc, typiquement, ça, c'est aussi une forme assez hybride, mais qui permet d'avoir les deux, ce qui est très intéressant. Et enfin, le quatrième, qui est quelque chose qu'on développe beaucoup, ce qu'on fait notamment avec L'Oréal à Clichy, c'est tout un bâtiment, tout un espace qui est dédié à une entreprise. C'est ce qu'on fait avec Swile, c'est ce qu'on fait avec Too Good To Go, qui sont des startups assez connues. Et donc là, la boîte n'a pas envie de prendre à bail l'espace et on vient lui faire un clé en main. C'est nous qui avons le contrat, on fait un contrat de prestation de service qui est beaucoup plus flexible du coup que le bail classique 369. On inclut tout l'aménagement, tous les services. C'est vraiment un clé en main. L'entreprise n'a absolument rien à faire. Et on va aussi co-concevoir avec les RH de l'entreprise toute la brique on va dire, la vie au bureau avec les salariés, le sport, les animations, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis ces boîtes-là, elles ont aussi accès à tout notre réseau. Donc elles ont une application Morning avec laquelle elles peuvent aller aussi réserver des postes à droite à gauche et donc se balader dans notre réseau, ce qui est aussi très sympa. Puisque ça permet à des gens de télétravailler plus proche de chez eux et aussi de partir sur d'autres espaces pour s'aérer l'esprit. On a un espace sur la tour Montparnasse au 52e étage, c'est assez sympa de voir Paris quand il fait beau à 360. Donc, c'est sûr. Donc, voilà. Donc on a vraiment 4 segments qui vont du plus petit à la plus grosse boîte et on voit que les plus grosses boîtes aussi consomment de plus en plus d'espaces de coworking. Nous on croit vraiment que le coworking en fait est en train de cannibaliser tranquillement l'offre du bureau traditionnel en 369 parce que cet exploitant en fait maîtrise très bien tous les codes, tous les besoins
et le propriétaire ne sait pas bien le faire. En tout cas, ils sont en train de s'y mettre doucement. On en reparlera On peut en tout à fait, reparler. puisqu'il y a plusieurs propriétaires, qui se disent bon, Ouais, va ça suffit falloir, là. va falloir agir. Tout à fait. Et ils Ouais, ont raison, faut que ils ont raison. Ouais, Ça fait longtemps qu'on leur dit. ouais, tout à fait. Mais donc, voilà, notre rôle, c'est vraiment de venir proposer une offre de service finalement à des clients et on s'adapte. Et la période maintenant est très intéressante parce qu'on est en train de s'adapter à la nouvelle demande qui est en train d'évoluer, qui sur les 2 prochaines années va se construire quelque part. Et donc, il y a plein de choses à faire. D'accord. Fabrice, la société Workthere a sorti une étude récemment et a interrogé à l'échelle mondiale tous ces acteurs du coworking. Quels sont les grands enseignements qu'ils tirent de cette crise? Quelles sont les grandes évolutions perçues? Comment est-ce que eux perçoivent leur propre métier à l'aune de cette crise? Les grands enseignements, le premier, c'est déjà un enseignement sur l'actualité. Beaucoup pensaient que le coworking s'était vraiment ramassé avec le Covid, qu'il y avait une fuite des clients. Ce que notre étude montre à l'inverse. Aujourd'hui, on est passé alors d'une période pré-Covid où on était pour la plupart de tous les opérateurs à plus de 90% de taux d'occupation, avec un taux de disponibilité des bureaux à Paris qui est inférieur à 2%, donc tout se remplissait très vite, très bien, et ça a duré quelques années. Coup de frein avec le Covid, mais en même temps, chez la plupart des opérateurs, bien qu'il y ait cette flexibilité qui est toujours vraiment au cœur de cette offre, les durées de contrat, elles sont de 8, 9, 10, 12 mois, 18 mois. Donc vous avez des encours de contrat qui fait qu'on ne part pas du jour au lendemain. Donc en fait, là, sur 2019, il n'y a pas eu cette fuite. Ce qui s'est arrêté sont les espaces communautaires de coworking, pour des raisons logiques de proximité. De proximité, tout à fait. Voilà, donc de respect des gestes barrières. Des distances, exactement. Donc, Tout à ils ont fait. été obligés de les fermer. Par contre, tous les espaces qui étaient ceux des bureaux privatifs fermés étaient toujours accessibles et les gens ont pu continuer à travailler. Et donc, l'enseignement D'accord. qu'on tire, c'est que, le marché se porte pas si mal que ça, bien au contraire. Aujourd'hui, on enregistre, pour la région Île-de-France, on est à peu près à 70% de taux d'occupation moyen. Donc, après, il y a des variations. Il y en a qui sont pleins, toujours, puis d'autres qui ont ouvert post-Covid des nouveaux sites qui ont là un petit peu plus de mal à les remplir. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui sont en pleine réflexion sur ce qu'elles vont faire de leur immobilier. Le sujet, c'est de se dire que l'immobilier, c'est le deuxième centre de dépenses dans l'entreprise. Donc c'est un facteur, un levier d'économie qui est énorme. Et donc la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on va structurer nos bureaux de demain et avec qui? Les entreprises ont du mal aujourd'hui à prendre encore des décisions. Elles sont encore en plein échange avec les ressources humaines, avec les syndicats, avec les CHSCT, pour voir quelles sont les mesures les plus adaptées en fonction de chaque entreprise. Donc, on va dire le modèle se porte bien, les taux d'occupation sont plutôt corrects. Et ce que nous enseigne l'étude, c'est qu'on va aller vers un déploiement plutôt en région, plutôt en périphérie des villes, alors évidemment de la région parisienne, mais c'était déjà un petit peu le cas sur la première couronne, bien que ce soit assez concentré sur l'ouest, on a beaucoup de sites, donc on va avoir la Défense, ici, Boulogne, le Valois, donc les sites à peu près classiques. On va avoir certainement plus d'ouverture, donc peut-être au sud, à l'est, au nord, un peu plus importante. Aller en deuxième couronne également. Aujourd'hui, il y avait assez peu d'opérateurs qui y allaient. Donc, on constate qu'il y a une vraie demande. Et puis, en région, sur le même principe. Alors, les grandes villes de province, les grandes capitales régionales sont déjà plutôt bien équipées. Elles sont déjà dotées. Pas tous au même niveau. Si vous allez à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, oui, il y a un grand nombre d'opérateurs. Dans d'autres, un petit peu moins. Et puis, elles vont aussi commencer à s'étendre à l'extérieur des centres-villes pour aller dans les premières couronnes. Qu'est-ce qui drive justement cet essor, finalement, cette forme concentrique de développement? En fait, c'est la volonté finalement de rapprocher le bureau des endroits où vivent les gens. En fait, le Covid n'a été finalement qu'un accélérateur d'une tendance qui existait déjà, qui était de se dire comment est-ce qu'on va éviter à tous les collaborateurs d'entreprise de venir de partout sur un seul endroit central, et a fortiori plutôt en centre-ville. On pense au temps de transport, je suppose. Le temps de transport, l'empreinte carbone, que ce soit le transport stress. en commun ou transport en voiture. Exactement. Donc l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est plus le collaborateur qui va venir au bureau, c'est le bureau qui va aller vers le collaborateur. Donc c'est de lui donner les moyens de travailler
plus près de chez lui, pas que chez lui. On sait tous qu'aujourd'hui, pour 80%, je crois, il y a une étude qui est sortie, 80% des entreprises pensent que de toute façon, le flex, le travail flexible va s'inscrire dans la durée. Pour les entreprises, est-ce que ce sera une journée, 2 journées, 3 journées par semaine ? Chacun le verra à l'aube de son organisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir y avoir des offres d'environnement de travail différents. Ce sera la maison, ce sera des tiers-lieux, on y met les coworking dedans, et donc plus proches. D'où le déploiement en dehors des centres-villes et des périphéries et des premières couronnes. C'est une vision partagée par vous, Clément ? Complètement partagée, à tel point que chez Morning, on est sur le point de lancer un projet de coworking, d'espace de bureaux de proximité pour la première et surtout la deuxième couronne parisienne, en expérimentation avec des grands partenaires publics et privés. D'accord. Donc ça va se lancer tranquillement à partir de la rentrée. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Les millions d'heures de télétravail qu'on s'apprête à faire collectivement en France, si je prends quelques chiffres, il y a à peu près 10 millions de personnes qui peuvent télétravailler en France, sur 30 millions de gens qui travaillent, d'actifs. Si on se dit qu'il y a juste un jour de télétravail par semaine, on se rend compte tout de suite du temps qui va être passé par des gens à la maison, à télétravailler. Or, ces gens-là, ils ne sont pas égaux dans leur maison. Entre celui qui a un petit pavillon avec son bureau tranquillement installé, insonorisé, ça s'est vu pendant la crise, tout à fait. et celui qui est dans un petit studio avec sa femme et son enfant en bas âge et qui ne peut pas bien bosser. En fait, il y a un écart de conditions de travail qui est insupportable. Et deux personnes qui font le même métier, qui ont cet écart de conditions de travail, c'est pas possible. L'entreprise n'acceptera pas, les syndicats n'accepteront pas qu'ils aient les mêmes conditions, des conditions de travail si différentes. Donc, il va y avoir un développement d'offres de bureaux de proximité. On le voit, on le sent. On a fait une étude avec le The Boson, la Caisse des dépôts. On a impliqué la région et Nexity aussi, qui est mon principal partenaire et actionnaire. Et on se rend compte que des grands DRH, on a interrogé 25, ne sont pas tous sensibles, mais dès qu'on commence à leur parler un petit peu de tous ces sujets, ils se disent bah oui, en fait, c'est une évidence, on va devoir amener le bureau au plus près de nos salariés. Et moi, je suis persuadé qu'il va se développer une offre. Et il faut des centaines, des milliers d'espaces en fait pour répondre à la demande. Autant de villes au final. Et dans toutes les villes. Et voilà. Avoisinantes aux grands centres. Dans tous les centres-villes, près de toutes les gares, il va y avoir plusieurs types d'espaces qui seront consommables par des télétravailleurs, mais aussi des freelances locaux qui ont besoin d'un espace pour bosser. Donc, moi qui suis le coworking depuis 15 ans maintenant, je suis ravi en fait de cet épisode parce que ça a créé un nouvel essor potentiel d'espace. Je pense que les mairies l'ont compris et du coup, elles vont aussi faire des demandes et amener chez elles ces nouvelles offres. Donc on s'apprête à avoir quelques belles années d'innovation, de nouveaux services, de nouveaux usages qui vont émerger. Ça, c'est assez fascinant. Et Fabrice, pour les grandes entreprises, on l'a vu que ce chamboulement de l'espace-temps, ça a vraiment questionné toutes ces entreprises-là. Vous l'avez tous les deux souligné. Quels sont les sous-jacents immobiliers derrière finalement ? Quelles sont les économies parlons chiffres. Les économies, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à partir du moment où ce segment dans l'entreprise, l'immobilier, c'est le deuxième coût de l'entreprise, ça laisse imaginer toutes les sources d'économies possibles. Ce qu'il faut se dire, c'est avant cette période de Covid, dans une entreprise, il y a à peu près une utilisation à hauteur de 60-70% de l'espace de travail. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez 30% de l'espace de travail. On parle sur du bureau classique. Sur du bureau classique, qui n'est pas utilisé. Donc déjà, là, il y avait une source d'économie. Et les entreprises se demandaient comment elles allaient faire. Donc, avant le Covid, elles ont commencé à... Excusez-moi, je vous coupe. Ouais. Comment ça se fait justement que ces bureaux ne soient pas occupés à 100% puisque finalement, cette espèce de logique de rentabilité voudrait que ce soit à 100%. Qu'est-ce qui explique cette vacance ? C'est quasiment impossible parce que vous avez plusieurs critères. Le premier des critères, c'est que vous avez la vie de l'entreprise elle-même. Donc vous avez des gens qui partent en voyage, des gens qui partent en vacances, en RTT, qui sont malheureusement malades, ou pour X raisons qui ne viennent pas au bureau. Donc par définition, leur poste reste
restent vacants. Donc avant le Covid, on commençait à avoir des entreprises qui décidaient, là où elles avaient besoin d'installer 100 personnes, de ne prendre que 70 ou 80 postes de travail en équivalent. Et de dire, parce que justement, on a cette rotation à faire qui fasse qu'on optimise. Après, vous avez la vie de l'entreprise dans ses projets. Donc vous pouvez signer un nouveau contrat, un nouveau projet, avoir besoin de peut-être un rachat d'entreprise qui fait que vous avez un afflux de consultants extérieurs qui vont venir, il faut les loger, il faut les héberger. Donc avoir un immobilier qui est fixe, ça n'existe pas. Donc on a toujours ce décalage entre l'usage et ce qu'on a pris. Ce qui rend le bail 369 et ce que disait Clément tout à l'heure est tout à fait avéré, c'est que cette flexibilité, on ne l'a pas dans le bail 369. Quand vous prenez vos 1000 m², vous restez avec vos 1000 m². Si vous allez dans ces formats de coworking, si vous avez besoin de 100 postes, vous en prenez 100. Et puis s'il y a un projet qui arrive, on en prend 110, on en prend 120, on en prend 130. Donc vous avez un coût efficace de l'immobilier. Donc vous payez, alors il y a un coût de service bien évidemment, mais vous payez pour un vrai usage. Et finalement, ce qui rend les questions de chiffres que vous évoquiez difficiles, c'est qu'il y a un certain nombre de bénéfices qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Le temps gagné, l'absence de risque, le fait qu'il n'y a aucun investissement dans ces modèles de coworking, c'est du plug and play, vous arrivez, vous installez, vous travaillez. Donc ça, c'est quand même énorme. Et la période qu'on vit encore l'a démontré. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'agilité et pour ça, elles ont besoin d'avoir un immobilier qui est flexible. Et la flexibilité, elle passe justement par des modèles différents de ce bail. Alors, ce qui ne veut pas dire que le bail va disparaître, bien évidemment pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises vont avoir besoin d'une variable d'ajustement immobilier. Et cette variable, elles vont la trouver avec des tiers-lieux, avec des solutions extérieures, avec un peu d'home office aussi. Mais elles vont avoir besoin de multiplier les modèles et les moyens d'héberger leurs collaborateurs pour justement être au plus près de l'usage et puis d'avoir un coût vraiment efficace pour dire on utilise des bureaux. Enfin, on paye des bureaux vraiment pour ceux qu'on utilise. Et on n'a pas des espaces vides. Aujourd'hui, on a plein d'entreprises qui nous appellent en nous disant voilà, j'ai un plateau dispo, voilà, j'ai encore 3 ans de bail, 2 ans de bail, enfin 2, sinon ils arrivent à terme. Mais voilà, ils ont encore 1 an ou 2 ans, mon espace il est équipé, il est meublé, il me coûte, qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est une bonne question. Est-ce que vous accompagnez, est-ce que ça vous intéresse, par exemple, ce type d'offre? Tout à fait, ça fait partie d'une offre qu'on travaille. Qui est d'aller opérer des espaces, c'est ce que je vous disais au début, sur du court terme, en éphémère. Donc on peut venir effectivement plugger nos services sur un espace comme ça où il n'y a plus que 24 mois de contrat et venir apporter un morning éphémère à ce type d'entreprise. On est en train de travailler des dossiers dans ce sens-là, on l'a fait déjà auparavant. Pour revenir un petit peu aux economics, pour qu'on se rende compte sur traditionnellement, un poste, une personne dans une entreprise, ça coûte à peu près 12 000 euros par mois, 12 000, 13 000 euros par an. Si on se dit que la moyenne, et c'est ce que montrent toutes les études, va se situer autour de 2 jours de télétravail, ça veut dire que déjà, on peut couper les postes quasiment par 2. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avait avant un poste attribué par personne, 1000 postes, 1000 personnes, elle pourra, en passant en flexible, 600, voilà, elle pourra passer à peu près à la moitié. Ça veut dire que déjà, elle va réduire peut-être pas de 50% ses mètres carrés, mais au moins de 30%, on va dire. Voilà. Donc peut-être 15, peut-être 30, peut-être 40 si elle force un petit peu. Donc déjà, ça c'est une économie qui est assez directe dans le coût qu'elle va avoir. Et ça va arriver assez vite. Toutes les boîtes qui vont finir leur bail, elles vont se poser cette question. Elles se la posent déjà. Elles regardent à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Après, si c'est 6 ans de bail encore, voilà. Mais globalement, dans les 5 ans qui viennent, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire j'ai plus besoin de 1000 m², j'ai besoin que de 500, 600, 700 max. Du coup, elles vont faire une économie sur ces mètres carrés. Ces mètres carrés classiques, on est sur ces mètres carrés classiques. Après, elles peuvent passer en coworking évidemment, mais sinon, elles pourraient prendre un autre, on va dire, bail classique de 700 mètres carrés. Et comme disait Fabrice, là, elles vont penser en se disant ok, maintenant, j'ai besoin de compléter ce siège avec une offre d'immobilier qui va être, on va dire, un réseau d'espace pour amener plus de capacité de service à mes employés. Il ne faut pas oublier que le bureau, c'est un facteur d'attractivité pour les entreprises. C'est quasiment le premier facteur d'attractivité. Vous habitez dans le sud de Paris, vous avez 2 offres de boîtes, une dans le sud, une dans le nord, avec 1 heure de plus de transport, vous ne vous posez pas la question. Sauf si c'est vraiment le boulot de vos rêves. Ouais. Mais ou qu'il y a vraiment une grosse différence de salaire quand même. Il y a aussi cette question du salaire. Mais on va dire à salaire égal. Mais si, si l'entreprise du Nord vous dit en fait, pas de problème, on a un espace qui est à 5 minutes de chez toi, tu peux y aller 3 fois par semaine. Il faut juste que tu viennes un peu au siège quand même dans le Nord, au moins 1 fois par semaine. Là, tout de suite, ça pose les questions. Vous pouvez commencer à réfléchir. Tout à fait. Donc ce facteur d'attractivité,
c'est celui qui pèse le plus dans la raison voilà, dans les décisions des entreprises, l'immobilier et les RH fonctionnent ensemble et c'est ces sujets-là qui regardent. Donc ça va être très intéressant de voir ce couple prix-usage qui va se créer. Donc moi je pense que le siège va se rétrécir entre 30 et 40%, qu'il va y avoir un réseau d'espace qui va se créer. Là je parle dans une vision 5 ans. Et donc les économies en fait, que vont faire les entreprises sur leur siège, elles vont les rebalancer dans une capacité d'accueil qui sera plus proche des employés, avec des plus petits espaces qui seront dans les cœurs de ville et qui permettront d'améliorer les conditions. Au plus grand nombre et en tout cas... Ça, c'est une vision, je pense, qui est assez partagée par tout le monde, mais ça va prendre du temps à mettre en place parce qu'il faut sortir de ce bail, il faut discuter avec les syndicats, il faut voir comment s'équilibre le télétravail, quelles sont les règles. Il y a plein de choses. Donc ces 2 prochaines années, ça va être discussion sur discussion entre les RH et compagnie sur ces sujets-là. Et c'est ça qui va être assez passionnant dans nos métiers. Ça va être d'accompagner ces modèles. Il y a déjà une grande marque qui fabrique des yaourts qui a fait un appel d'offres sur justement des espaces comme ça qu'elle souhaite en expérimentation mettre au plus près de leurs salariés. Donc vous voyez déjà, il y a des expérimentations qui sont menées par des utilisateurs en plus. Par des utilisateurs auxquels on a répondu. C'est très intéressant, donc c'est très excitant. C'est pour ça qu'on se lance à fond dans ce sujet avec Morning. Et comment s'exprime la demande actuellement là La demande sur cette hybridation en fait, du modèle immobilier. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que ça revient. Ça reste encore wait and see. C'est pas wait and see parce que vraiment ils se posent des questions, ils commencent à se challenger en interne, mais ça revient à ce qu'on se disait au départ, c'est qu'on part déjà contre des idées reçues. Donc il faut déjà que les entreprises se disent ok, on avait une idée de ce qu'est le coworking ou le flex en général, on va le mettre de côté puis on va dire comment on pourrait l'utiliser, quels bénéfices on pourrait en tirer, comment on pourrait l'appréhender. Donc aujourd'hui, nous, on nous contacte pour avoir des solutions avec des listes de contraintes qui sont non exhaustives, mais qui permettent aux entreprises de dire ah ok, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. L'avantage aujourd'hui, c'est que cette offre coworking, dans toute sa grandeur, elle a cessé de s'étendre. Aujourd'hui, on a commencé le coworking avec des petites surfaces, c'était moins de 500 mètres carrés. Aujourd'hui, on va jusqu'à des surfaces qui sont autour de 20 000 mètres carrés. Ce qui veut dire qu'on peut adresser tout type de besoins pour tout type d'entreprise. Et dans l'étude FlexMark qu'on a sortie, on a reconstaté, parce que c'était pas nouveau, mais que le tiers, on va dire à peu près pour le tiers des clients, on parle de corporate. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas une société du CAC 40 qui, un jour ou l'autre, était cliente d'un opérateur, quel qu'il soit. Alors, pour des raisons variées, ça peut être des travaux, ça peut être un projet, ça peut être en attente de livraison d'un immeuble qui a du retard, ça peut être pour ouvrir un nouveau bureau à l'étranger. Donc déjà le département innovation, voilà. les labs d'innovation, et il y en a beaucoup et encore très récemment. Déjà une petite connaissance. Oui, et puis on a un modèle très large. En fait, le coworking emprunte la même ADN que l'hôtellerie. Aujourd'hui, l'hôtellerie, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, ça parle à tout le monde. On sait quand on va à 2 étoiles, on sait quel type de lit on va avoir, quel type de chambre on va avoir. Voilà. Aujourd'hui, dans le coworking, on n'a pas cette référence. Ce qui fait qu'on ne sait pas, en tous les cas nous on sait, mais pour les utilisateurs, ils ne savent pas pourquoi ils vont aller payer quelque part 500 € du poste de travail par mois, ou alors ils vont aller payer 1200 ou 1300 alors qu'il y a peut-être 2 rues d'écart. Donc en fait, il y a un panel de services très large, il y a un panel d'offres très large, ce qui va vraiment permettre d'adresser tous les types d'entreprises, de la personne toute seule qui monte sa boîte jusqu'à des corporates. Nous, on a énormément de clients des États-Unis, du UK et ailleurs, qui viennent, qui s'installent et qui passent directement sur ces modèles-là, parce qu'ils veulent arriver sur un marché rapidement, ils ne veulent pas se prendre la tête avec toutes les contraintes administratives qu'on peut avoir dans l'immobilier autour d'un bail, et ils viennent, ils signent un contrat de service, ils prennent 10, 15, 20 postes et ils commencent comme ils souhaitent et ils peuvent évoluer. Et pour rebondir sur ce que disait Clément, aujourd'hui dans cette incertitude, c'est vrai que la flexibilité fait encore plus de sens, parce que re-signer tout de suite, faire tout de suite le choix d'un bail, quelle que soit la surface qu'on va choisir, on s'engage de nouveau pour 3 années à minima. Donc c'est encore un pari. Donc aujourd'hui, ce que nous on perçoit, c'est que
automatiquement, les entreprises intègrent une réflexion sur comment je peux avoir cette part de flexibilité dans mon immobilier. Je vais garder des baux, c'est sûr, mais à côté, comment est-ce que je vais faire? Il y a ce modèle Hub and Spoke dont tout le monde parle, où vous avez un point, un siège central, et puis à côté, vous avez un certain nombre de bureaux satellites. Voilà. Donc ça revient en permanence, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 60. Mais en tous les cas, ça revient parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'adapter leur immobilier à la façon de travailler des gens, à leurs attentes. Et c'est vrai, ça va aussi être un énorme avantage pour eux de pouvoir aller chercher des talents dans des endroits où ils ne seraient pas allés parce qu'ils étaient trop loin. Aujourd'hui, le bureau, comme disait Clément, c'est vraiment un critère, certainement dans les choix des gens de prendre tel ou tel travail. Alors, une petite question dessert très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Clément, vous aviez accompagné les réflexions autour de la création d'un ticket bureau, un peu à l'image du ticket resto qu'on connaît. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a des moyens pour les entreprises de soutenir en tout cas les entreprises et leurs salariés dans ce financement du poste de travail tiers-lieu? Ouais. Alors, cette idée du ticket bureau, c'est une idée qui vient déjà d'une réflexion pendant le Covid, en se disant finalement, l'entreprise qui a déjà des coûts immobiliers, qui a déjà ses 1 000 euros par personne, elle ne va pas pouvoir rajouter 100, 200 euros par salarié pour payer du coworking, du bureau de proximité. Donc, pendant une certaine période, il faut l'accompagner. Pour développer ce marché, c'est l'offre et la demande, hein, il faut qu'il y ait de la demande. Donc, il faut que les entreprises disent à leurs salariés, c'est possible, voilà ton ticket bureau, tu peux aller consommer. Voilà. Il faut que ce ticket bureau, il soit un peu comme le ticket resto, défiscalisé en partie. Il faut qu'il y ait des avantages à ce que l'entreprise mette ça en place, au moins sur une période, on va dire, de quelques années, pour lancer le marché, pour permettre en fait à ces opérateurs locaux de trouver leur équilibre économique. Donc voilà, c'est une idée qu'on a travaillée. Le sénateur Julien Bargeton a trouvé ça très intéressant. Il a travaillé avec ses équipes. Et il a pondu un texte de loi qui est en train d'être analysé. Alors, je ne sais pas exactement quand. On est en train d'essayer de suivre ça. Donc c'est très intéressant et ça permettrait d'amener on va dire, les entreprises à favoriser cet essor des bureaux de proximité, ce qui me semble essentiel même en termes de politique urbaine pour favoriser ce télétravail et enlever la pression du pendulaire, des transports pendulaires le matin et le soir, etc. Donc c'est quelque part de la politique urbaine dont il s'agit et ça serait génial que ça passe. D'accord. Ben, on suivra ça en tout cas de très près. Clément Alteresco, Fabrice Leroux, je vous remercie pour votre témoignage. Le live du Forum des projets urbains continue.